Donc, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Déjà, merci à vous tous d'être restés présents cet après-midi. Donc, je me présente, Victor Budin, je suis administrateur du pays Bièvrelière et président de la CCA de Saint-Didier-de-Bisonne. Donc, étant passionné par toutes les formes de chasse, je suis particulièrement heureux de poursuivre cet après-midi de table ronde intitulée « Le lièvre 20 ans après ». Donc le lièvre est sans conteste l'une des espèces emblématiques de nos territoires de plaine. Pour les chasseurs, il incarne une tradition vivante, un savoir-faire exigeant et une passion profondément enracinée. Qu'il soit levé par un chien courant ou dans l'émotion d'une menée vive et sonore ou recherché avec finesse par un chien d'arrêt, son prélèvement symbolise à lui seul l'aboutissement d'une saison de chasse réussie. Cette passion ne peut cependant exister sans responsabilité. Préserver le lièvre, c'est protéger un équilibre écologique complexe et une part de notre identité rurale. Les défis sont nombreux. L'évolution des paysages agricoles, les changements climatiques, les enjeux sanitaires, la prédation accrue. Autant de facteurs qui influencent directement la dynamique des populations. Face à cela, les chasseurs isérois jouent un rôle essentiel. Par leur présence constante sur le terrain, ils participent depuis de nombreuses années au suivi des populations, à l'évaluation de la reproduction, que ce soit par l'analyse des pattes ou à travers l'étude du cristallin. Ce travail rigoureux permet d'adapter nos prélèvements, de garantir la pérennité de l'espèce et de mieux comprendre les évolutions de l'espèce sur le long terme. Cette gestion synégétique du lièvre repose sur 3 piliers fondamentaux: la connaissance scientifique, la prudence dans les décisions et l'engagement de chacun et de tous sur le terrain. Aujourd'hui, notre rôle est multiple. Il ne s'agit pas uniquement d'être des régulateurs de grand gibier, même si je ne minimise pas son importance, mais aussi des chasseurs de petits gibiers en intégrant davantage la recherche, l'anticipation et l'adaptation de nos pratiques. Alors continuons à conjuguer passion et responsabilité pour que demain encore le lièvre demeure une figure vibrante et durable de la chasse en Isère. Je vous remercie. Donc, comme vous l'a dit Victor, le lièvre est une des espèces de petits gibiers le mieux suivi. Nous disposons pour cela de 3 indicateurs. Les indices kilométriques d'abondance, les ICA, les comptages, ce que vous dénommez, vous, les chasseurs, les comptages, les tableaux de chasse et l'évaluation de la qualité de la reproduction, soit départementale, soit par unité de gestion. Les comptages. La diapo derrière moi vous montre l'évolution des comptages depuis 25 ans. Ce suivi est réalisé par les chasseurs à la sortie de l'hiver. Il nous montre une photographie à un instant donné. Il nous permet de connaître l'abondance d'une année sur l'autre. Et que nous disent ces 25 ans de comptage? Malgré des variations interannuelles naturelles chez les populations de lièvres, depuis 25 ans, la population reste stable. Cet indicateur préindividuellement fait apparaître des populations de lièvres qui se portent bien. Mais, à l'inverse, si on prend les tableaux de chasse départementaux comme indicateur, il met en évidence une baisse du tableau de 50% en 25 ans. Nous sommes passés de 5300 lièvres en 2027 à 2580 lièvres en 2024. Cette baisse est plus marquée depuis les années 2010, sans pouvoir inverser la tendance malgré les efforts de gestion sur le terrain, du moins sur les unités de gestion qui sont en plan de gestion. Cette situation se vérifie chez nos voisins à l'échelle d'Ora, mais aussi sur la France entière. En superposant les données, tableau de chasse et comptage. Donc on peut voir une forte corrélation entre les comptages et le tableau de chasse entre les années 2000 à 2010-2011, puis les années suivantes, on observe une incohérence entre le niveau d'abondance et le niveau de prélèvement.
Ce constat corrobore avec vos observations. Rappelez-vous, lors de nos réunions, vous nous faites part, on voit du lièvre à un moment donné, puis, quand arrive la chasse, plus rien. Enfin, notre troisième indicateur, c'est le suivi de la reproduction à l'aide de la palpation. Les tableaux de chasse étaient composés dans les années 2002 à 2012 de 50 à 70% de jeunes, contre 45 à 50% de jeunes ces 10 dernières années. Depuis 2013, la faible proportion de jeunes se reproduit d'année en année et a fait naître un questionnement sur la technique de la palpation. Les préconisations de gestion étant basées sur la réussite de la reproduction, il est légitime que le chasseur puisse se poser et avoir des doutes sur la technique employée. Quelques territoires commencent à remettre en question la technique et souhaitent même arrêter les comptages. Il nous paraissait très important de réaliser une étude sur le lièvre et notamment sur le volet reproduction pour apporter quelques réponses à ce constat. Donc, comment faire adhérer à nouveau les chasseurs et leur apporter une approche nouvelle? Donc, tout simplement en comparant les données palpation avec un autre procédé qui permet d'avoir une information plus précise sur l'âge du lièvre. Cette seconde technique nécessite le prélèvement de l'œil du lièvre et de lui extraire une partie qui se nomme le cristallin, que vous pouvez voir sur la diapo. Ce cristallin est alors déshydraté et pesé, permettant ainsi de déterminer l'âge du lièvre en jours. En croisant les deux jeux de données, palpation et cristallin, nous pourrons avoir une approche, on pourra avoir une notion de fiabilité, mais aussi par les données cristallins, de mieux connaître la phénologie de la reproduction du lièvre. Des campagnes de pesage avaient déjà été réalisées 20 ans auparavant dans le département, nous permettant, comme aujourd'hui, de déterminer la proportion de jeunes dans le tableau de chasse. Ainsi, 20 ans après, sur des secteurs similaires, il nous paraissait naturel de refaire cet échantillonnage pour connaître avec certitude si notre technique de palpation était toujours aussi fiable, mais aussi pour nous aider à répondre à toutes ces questions autour de la dynamique des populations. Camille va vous présenter les résultats apportés à cette campagne de collecte de cristallin. J'espère que la digestion n'est pas trop dure parce qu'on est reparti pour un second tour de résultats statistiques. Donc en fait, voilà, je vais revenir sur les deux méthodes que Sébastien a citées pour déterminer l'âge des lièvres. Bon, il y en a d'autres, mais là, nous, on va se concentrer plutôt donc, sur les cristallins. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer tout de suite avec cette analyse des cristallins, c'est que en fait, sa précision nous a permis de regarder la fiabilité des palpations. Et on est quand même sur un très bon taux de fiabilité qui est de 81%. Donc c'est une technique de détermination des deux classes d'âge adultes jeunes qui nous semble assez bonne. Pour revenir sur la méthode des cristallins assez rapidement, en fait, on utilise une courbe, une équation pour passer du poids du cristallin à l'âge. Donc oui, effectivement, pour un poids donné du cristallin, on obtient un âge précis dit lièvre. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que plus le lièvre est âgé et plus on a une incertitude sur la détermination de son âge. C'est-à-dire que pour un lièvre qui a 1 an, qu'on estime avoir 1 an, en fait, on va avoir une incertitude d'à peu près 2 mois sur son âge. Donc en fait, on est surtout très précis en ce qui concerne la détermination de l'âge des lièvres qui ont plutôt moins de 10 mois, et ce qui nous permet notamment de faire des études sur les cohortes de naissance, donc c'est-à-dire quand est-ce que le lièvre est né finalement dans l'année, avant la saison de chasse. Donc de ces cristallins, j'en ai déduit 3 classes principales d'âge. Donc on a les jeunes, ceux que, à l'issue de la palpation, on peut réussir à retrouver, donc en dessous de 7 mois et demi. Ensuite, il y a une classe intermédiaire des jeunes adultes. Ça, ceux-là, ils participent moins à la reproduction, donc j'ai préféré les mettre un peu à l'écart. Et après, on a notre dernière classe d'âge, donc les classes des adultes, c'est ceux qui vont en particulier participer à la reproduction. Donc voilà les résultats. Donc pour comprendre ce graphique, en fait, on a pour chaque classe d'âge le pourcentage retrouvé
en termes de population. Donc déjà, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a une inversion de la proportion de jeunes et d'adultes en 20 ans. Donc voilà, en jaune, vous avez la période actuelle, et en bleu, la période il y a 20 ans. Et effectivement, avant, on était plutôt pour 60% de jeunes à un taux de 30% d'adultes, alors que maintenant, on est plutôt sur l'inverse, donc 60% d'adultes pour 40% de jeunes. Autre chose assez intéressante, c'est qu'on se retrouve à avoir une proportion d'adultes estimés qui ont plus de 2 ans qui ont l'air d'augmenter. Ça représente à peu près la moitié de la population des adultes aujourd'hui, alors qu'avant, on était plutôt de l'ordre de 1/3. Et aussi, on peut se dire, bah ouais, peut-être que ça, c'est la moyenne sur l'Isère, mais finalement, est-ce qu'au niveau des UG, on a des unités de gestion, on n'a pas des petites variabilités géographiques? Et en fait, bah non, cette baisse de pourcentage de jeunes, elle est assez globale sur du moins les unités pour lesquelles on a les 2 périodes d'études, avec des petites variabilités, notamment le territoire là, qui est tout à l'ouest, où il y a une grosse baisse de la proportion des jeunes qui est observée. Donc voilà, donc en fait cette baisse de proportion des jeunes, moi j'ai plutôt voulu analyser la partie qu'est-ce qui peut finalement expliquer qu'on a cette baisse. Ça peut passer par une baisse de survie des jeunes. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont connus pour étudier cette baisse de survie. Alors on a la prédation par exemple, sauf qu'en fait en 20 ans, on ne peut pas dire, ou du moins on n'a pas connaissance d'une pression de prédation qui a particulièrement changé. Pareil pour l'habitat. Sur les territoires étudiés, on n'a pas connaissance d'une modification d'activité agricole particulière. Et j'ai également mis un peu de côté les maladies parce qu'on n'a pas connaissance d'une épidémie particulière qui aurait pu expliquer cette grande proportion de jeunes. Donc j'ai plutôt axé mon analyse sur les effets météo. Parce qu'il est connu que les précipitations, elles ont des effets négatifs sur la survie des jeunes. Mais aujourd'hui, avec les canicules, les vagues de chaleur, on peut aussi se poser la question de est-ce que ça a un impact sur leur survie? Donc voilà un petit résumé de ce qui s'est passé au niveau climatique en 20 ans en Isère. On a une augmentation de la température moyenne de 1,5 degré observée. On a une modification de la pluviométrie, c'est-à-dire qu'en fait, sur la période actuelle, il ne va pas pleuvoir sur les mêmes mois de l'année maintenant qu'avant. On a plus souvent des fortes chaleurs et moins souvent, par contre, des températures très basses. Donc ces données météo, en fait, je les ai utilisées pour étudier la phénologie des naissances, c'est-à-dire essayer de comprendre, au fur et à mesure de l'année, qu'est-ce qui explique qu'on a des naissances et des survies de lièvres par derrière, qui sont plus ou moins importantes en fonction au fur et à mesure de l'année. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir la distribution des naissances. Et là, ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'on a 2 pics de naissance qui sont différents entre les 2 périodes. Donc les cristallins nous ont permis de montrer qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un pic de naissance fin mai, alors qu'avant, on était plutôt à la mi-juin. Donc quand même un décalage de 2 semaines des naissances, ce qui n'est pas rien. Et si on décrit plutôt le graphique en termes d'agrégation sur les mois, on voit qu'il se passe des choses plus flagrantes sur certains mois par rapport à d'autres. Donc là, vous voyez qu'on a un peu plus de naissances finalement au début de l'année et des grosses baisses de proportion de naissances, notamment au mois d'août. Et donc moi, avec mes petites analyses, là, en fait, je me suis intéressée à plusieurs paramètres météorologiques. Donc regardez, par exemple, est-ce qu'il y a des effets sur des précipitations ou des sécheresses sur cette distribution des naissances. Donc pour ça, j'ai réalisé donc, un modèle statistique qui me permettait de déterminer quelles étaient les probabilités que le lièvre naisse et survive donc jusqu'à la saison de chasse, puisque en fait, les lièvres qui sont dans ces données, c'est des lièvres qui sont prélevés à la chasse. Alors déjà, on va s'intéresser sur la première semaine de vie du lièvre. C'est une semaine de vie qui est un peu différente, puisque en fait, c'est une période où le veau bouge très peu, il va faire moins de 10 mètres, donc en fait, il est assez tributaire de l'endroit où il est né. Donc particulièrement sensible finalement à des événements climatiques dits extrêmes, donc par exemple des vagues de chaleur, des vagues de froid, ou alors des précipitations en continu. Et de ces paramètres,
on met l'hypothèse que en fait, plus ça arrive souvent, et moins il y aura de probabilité de survie. Donc en fait, une relation négative là, et notamment à cause de la thermorégulation que ça lui demande. Voilà. Donc voilà les résultats. Donc voilà. Sur l'axe là, vous avez les probabilités de survie. Et les deux paramètres qui ressortent significatifs, donc c'est les vagues de chaleur qu'on symbolise avec le nombre de jours où on dépasse les 30 degrés en été, et les précipitations qui sont fréquentes, donc en nombre de jours de pluie sur la première semaine de vie du levreau. Donc dans les deux cas, effectivement, on a bien un effet négatif de ces paramètres. Et si on se focalise sur le graphique de gauche, vous pouvez voir que, en fait, si on dépasse les 30 degrés tous les jours, on a une probabilité de survie qui est diminuée de 2, alors que l'effet des nombre de jours de pluie, il est un peu moins fort quand même. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, les effets moyens de saison entre les deux périodes, donc en jaune et en bleu, là, les deux courbes, elles sont quand même assez rapprochées l'une de l'autre, ce qui veut dire que les différences sont quand même pas encore très marquées sur ces deux périodes étudiées. Mais c'est peut-être des effets de moyenne sur la saison. Donc maintenant, je vais vous montrer des moyennes plutôt sur le mois. On rétrécit un peu la période. Donc je vous remets le mois d'août. C'est là où il y avait la grande baisse des effectifs, des proportions de naissance en été. Et on voit que finalement, le modèle, il nous prédit sur ces 20 ans différentes, là, sur deux périodes, une baisse de 6% des naissances. Et par contre, en février, il suffit donc d'un jour de pluie en moins en février pour prédire une augmentation de 40% des naissances. Mais du coup, au début, sur une quantité de naissances qui est quand même moindre en hiver. Voilà. Donc si on revient finalement sur nos chiffres de cohorte, on voit que les 6% expliqués par le modèle, ils expliquent assez mal la chute des proportions de naissance en août. Par contre, en hiver, on voit que ça colle plutôt bien, quoi. Donc ça, c'était en termes d'analyse pour la première semaine de vie du levreau. Et maintenant, on va un peu ouvrir sa durée de vie. Donc on va regarder sur son premier mois de vie. Donc pour ça, en fait, j'ai plutôt regardé des données climatiques qui sont à plus large échelle, donc les températures moyennes et les précipitations. Et par hypothèse, on peut dire que ces données, elles ne vont pas forcément avoir le même effet sur les individus en fonction de l'une et de l'autre. Donc si on se place dans des conditions très chaudes, les précipitations, on peut imaginer qu'elles ont des effets plutôt positifs parce que ça relance la végétation, on a donc une meilleure qualité alimentaire pour les ases qui allaitent leurs petits. Donc voilà, effet plutôt positif. Par contre, si on se place dans des conditions plutôt froides, là on va imaginer l'inverse. S'il fait froid et qu'en plus il pleut, on a un effet qui est plutôt négatif sur la thermorégulation. Donc là, je vous remets les résultats. Donc même exercice que tout à l'heure, avec les mêmes représentations graphiques. Donc on a bien un effet significatif en interaction entre les températures et les précipitations. Et effectivement, donc là, en été à gauche et en automne à droite, on voit que l'effet des précipitations n'est pas le même. On va bien avoir un effet positif des précipitations en été et négatif des précipitations. Là, je vous ai mis l'automne, mais l'hiver, c'est pareil. Ce qu'on remarque en revanche sur ce graphique, c'est que là, les conditions moyennes sur l'automne, elles sont un peu plus éloignées, là, les deux courbes entre les deux périodes. Donc, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, on a certainement des conditions automnales qui sont meilleures pour les levreaux par rapport à avant. Par contre, ici, là, tout à gauche du graphe, quand on est sur vraiment des conditions de sécheresse, donc quand il ne pleut pas et qu'en plus il fait chaud, on a quand même une grosse baisse de la probabilité de survie des levreaux. Donc ça, c'est des conditions moyennes de saison. Et donc, comme tout à l'heure, je me focalise sur les mois pour lesquels on avait observé des différences. Et voilà, dans les deux cas, en fait, aujourd'hui, on se retrouve à avoir moins de précipitations en août et en octobre. Par contre, les conséquences pour les levreaux ne sont pas les mêmes en fonction des saisons. En août, le modèle va prédire une baisse de probabilité de survie de 7%. Par contre, en octobre, du coup, une augmentation des probabilités de survie. Et si on revient sur nos cohortes de naissance, on voit que là encore, le modèle prédit assez mal en fait, ce qui se passe en été. Par contre, on colle plutôt bien en octobre avec une augmentation des proportions de naissance.
Donc pour résumer et conclure assez rapidement sur ces résultats, on a bien montré avec les cristallins qu'on a un changement de démographie à l'ouverture de la chasse, avec plus d'adultes que de jeunes aujourd'hui, alors qu'avant c'était l'inverse. On a un changement de la distribution des cohortes avec un pic de naissance qui a l'air d'arriver un peu plus tôt dans l'année. On a montré avec les modèles des effets climatiques, mais on arrive plutôt bien à expliquer ce qui se passe en automne-hiver et plutôt mal finalement pendant la période estivale. Ce qui nous amène à dire qu'il y a certainement d'autres paramètres qui rentrent en jeu pour expliquer cette baisse de survie des levreaux. Mais du coup, je vais passer la parole à Sébastien qui va vous parler de tout ça. Donc 3 autres facteurs environnementaux sont à aborder, donc on les abordera avec les éléments que nous avons. Le facteur météo étant traité par Camille. Nous allons voir donc la prédation, l'habitat et l'aspect sanitaire, au moins les données que nous avons, qui sont en notre possession. Donc sur la prédation, le graphique derrière moi vous présente le suivi l'ICA-renard, comme l'ICA-lièvre. Donc en même temps que les comptages lièvres, vous notez d'autres espèces et vous notez aussi donc la présence du renard. Et c'est donc l'évolution de l'ICA-renard sur la partie nord du département sur 25 ans. Donc on peut voir aussi, comme le lièvre, que sa valeur sur une période de 25 ans est plutôt stable. On ne voit pas une évolution notable une année par exemple, de la population de lièvres, de renards. Donc sur 25 ans, nous avons un ICA-renard qui est stable. Quel autre indicateur? Eh bien, comme le lièvre, on a un indicateur tableau de chasse, donc par rapport à vos déclarations. Et on voit aussi sur la même période, donc sur 25 ans, sur une vingtaine d'années, pardon, que le tableau de chasse renard est relativement stable. Concernant l'habitat, qu'est-ce que nous avons fait sur 20 ans? Eh bien, pour rappel, de 2026 à 2012, nous avions la campagne Jachère Environnement Faune Sauvage, qui était proposée aux agriculteurs pour les terres qui étaient mises en gel. Sur la période 2012 à 2022, nous avions les cultures intermédiaires faunistiques. On en a mis jusqu'à 1200 hectares dans le département, donc ce qui est quand même pas rien. Et tout au long de ces 20 ans, eh bien, nous avons replanté dans le moitié nord du département plus de 125 km de haies. Donc quand même sur l'habitat, il y a eu certainement des effets qui sont très localisés par rapport aux lièvres, mais à l'échelle du département, malgré ces bonnes valeurs, ces bons chiffres, l'effet habitat, toutes les démarches que nous avons entreprises n'a pas eu un effet réellement positif sur les populations de lièvres. Enfin, sur l'aspect sanitaire, donc quand vous trouvez un lièvre de crever dans la nature et qu'il est en état et qu'on a la possibilité de passer le récupérer, donc il passe au laboratoire vétérinaire et ces lièvres donc sont analysés. Et donc sur la période de 2009-2018, voici les principales causes de mortalité du lièvre, donc après analyse. Et on voit là aussi, en fait, que ce sont des maladies qui sont connues naturellement chez les populations de lièvres. On ne voit pas de cas de proportion importante, par exemple, de BHS, que les chasseurs de la Bièvre connaissent bien, par exemple, en 2025, qui avait créé quand même une grosse épidémie. Et donc ce bilan confirme que ces maladies connues, à notre connaissance, il n'y a pas d'épisodie particulière sur le lièvre dans le département de l'Isère.